Le prochain scandale d'abus sexuels chez les chrétiens. Alors que les allégations d'abus sexuels se multiplient, le petit-fils de Billy Graham s'est donné pour mission de persuader les églises protestantes de dire la vérité. Par Catherine Joyce, le 5 mai 2014. 1. L'appel. En novembre 2012, l'université Bob Jones, institution phare de longue date du fondamentalisme, a annoncé avoir mandaté Grace, abréviation de Godly Response to Abuse in the Christian Environment, un groupe indépendant d'avocats, de pasteurs et de psychologues évangéliques, pour enquêter sur la gestion par l'université des signalements d'abus et de harcèlement sexuel. Les responsables de l'université Bob Jones ont déclaré avoir pris cette mesure après avoir assisté au scandale de pédophilie qui a éclaté à l'université d'État de Pennsylvanie l'année précédente. Ils se sont engagés à demander pardon à tous les étudiants qu'ils auraient pu défavoriser. En réalité, les origines de l'enquête étaient plus proches de chez nous. En 2011, un scandale d'abus sexuels survenu des années auparavant avait fait la une des journaux nationaux grâce à un reportage de 20 sur 20. Tina Anderson, une adolescente de 15 ans vivant dans le New Hampshire, avait été violée et mise enceinte en 1997 par un diacre de son église, alors âgé d'une trentaine d'années, alors qu'elle était baby-sitter pour sa famille. Lorsqu'Anderson et sa mère racontèrent ce qui s'était passé à leur pasteur, Chuck Phelps, diplômé de Bob Jones, Phelps fit connaître comparaître Anderson devant l'assemblée pendant qu'il lisait les aveux de sa grossesse. Elle fut ensuite placée dans une famille du Colorado jusqu'à la naissance du bébé, puis donnée en adoption. Le violeur d'Anderson, un délinquant sexuel déclaré coupable, fut également contraint d'avouer, mais pour adultère et non pour viol, et resta fidèle à l'Église pendant des années. Phelps, qui était devenu président du Maranatha Baptist Bible College, une institution fondamentaliste du Wisconsin, entraînait des liens étroits avec Bob Jones, siégeant à son conseil d'administration ainsi qu'à ses conseils d'administration des missions et des camps de jeunes. Étudiants et anciens élèves avaient déjà commencé à protester en ligne contre le manque de liberté académique et étudiante de l'université, ainsi que contre sa réaction au signalement d'abus sexuels. L'histoire d'Anderson a mis en lumière ce que ces critiques, qualifiées par l'université de détracteurs mécontents, considéraient comme une tendance dans la stigmatisation des étudiants ayant signalé des viols ou des agressions sexuelles par Bob Jones. Christopher Peterman, étudiant en dernière année, a créé un groupe Facebook et un site web appelé Do Right BGU visant à exclure Phelps du conseil d'administration et à réclamer diverses réformes. Il a organisé la première manifestation de l'histoire de l'université pour sensibiliser aux abus sexuels. Phelps a démissionné du conseil d'administration en décembre 2011, quelques jours seulement avant le rassemblement. Mais quelques mois plus tard, à la veille de la remise des diplômes, Peterman a été expulsé pour avoir regardé Glee, entre autres infractions. L'affaire a continué de s'amplifier. Peterman et les groupes d'anciens élèves actifs sur Facebook ont commencé à recevoir de plus en plus de témoignages d'étudiants affirmant avoir été maltraités après avoir signalé des abus sexuels au personnel de l'établissement. Au cours des mois suivants, les anciens élèves ont fait pression sur l'université pour qu'elle actualise ses politiques et enquête sur la gestion des signalements d'abus. Ils ont exhorté l'université à faire appel à Grace, qui avait enquêté sur des allégations d'abus sexuels au sein de deux groupes de missionnaires chrétiens. À la surprise générale, 7 mois après la diffusion du reportage 20 sur 20, Bob Jones a annoncé avoir été entendu.
On ne saurait trop insister sur l'importance de cette embauche. Fondée en 1927, Bob Jones n'est pas une simple université chrétienne conservatrice. C'est le centre de facto du réseau national baptiste fondamentaliste indépendant qui fonctionne presque comme une confession à part entière, avec des milliers d'églises affiliées, d'écoles d'accueil et d'entreprises, dont l'entreprise de manuels scolaires, la station de radio et l'éditeur de musique de Bob Jones. De l'extérieur, l'école est surnommée le vaisseau mère du fondamentalisme. L'université préfère un autre surnom, la forteresse de la foi. Qualifier Bob Jones d'insulaire ne suffit pas à rendre la situation exacte. Sur son campus de Greenville, en Caroline du Sud, autrefois en partie entouré de barbelés, les enfants des enseignants naissaient jusqu'à récemment à l'hôpital du campus, grandissaient à la Bob Jones Academy, de la maternelle à la terminale, étudiaient à l'université, puis partaient à la découverte du monde, munis d'une liste d'églises agréées, principalement celles qui envoient des élèves ou de l'argent à l'école, et qui sont souvent dirigées par des prédicateurs de Bob Jones comme Phelps. Jusqu'au début des années 2000, les enseignants percevaient un salaire dérisoire, autour de 15 000 $ par an pour un professeur à temps plein, en échange d'une aide à la vie quotidienne et de l'engagement de l'école à prendre soin d'eux jusqu'à un âge avancé. Un plan de retraite appelé la promesse. Le règlement intérieur des étudiants est notoirement strict. Interdiction de télévision, de se tenir la main, de musique chrétienne contemporaine, et jusqu'en 2000, interdiction de fréquentation interraciale. En 2012, cependant, la forteresse ne semblait plus inviolable. Alors que Bob Jones était depuis des décennies la destination privilégiée des étudiants chrétiens conservateurs, les inscriptions à l'école étaient en baisse. Environ 10% au cours de la dernière décennie et près de 25% depuis son apogée au début des années 1980. Des blogs d'anciens élèves ont publié des photos de ce qui était autrefois une chapelle bondée, aujourd'hui vide de centaines de places. 2 dortoirs devraient être démolis cet été. Un compte-rendu fuité d'une récente réunion du corps enseignant a indiqué que des universités chrétiennes ferment leurs portes aux États-Unis, mais que Bob Jones pourrait trouver le salut en Chine et en Corée du Sud, où les possibilités d'éducation chrétienne restent incroyables. L'école a commencé à vendre des actifs, la station de radio, l'éditeur de musique, l'hôpital. La promesse de soutien aux professeurs partant à la retraite a été annulée. Malgré tout, l'idée que Bob Jones puisse chercher de l'aide à l'extérieur était stupéfiante, surtout si l'on considère à qui il s'adressait. Grace a été fondée par un membre de la royauté évangélique, Boz Tchividjian, rime avec religion, aime-t-il à dire. Ancien procureur qui enseigne le droit à l'université Liberty de Lynchburg en Virginie, l'établissement d'origine de Jerry Falwell, et qui est le petit-fils du pasteur américain Billy Graham. Avant de devenir célèbre, Graham avait abandonné ses études à l'université Bob Jones et, selon Bob Jones Sr., ne serait jamais plus qu'un prédicateur baptiste d'un pays pauvre, perdu dans la campagne. Bien que les deux hommes soient devenus amis par la suite, ils se sont à nouveau séparés en 1957 à cause des campagnes de renouveau de Graham, notamment une campagne au Madison Square Garden que Jones, qui avait conseillé à Graham d'éviter les villes et les politiciens, a condamné comme trop œcuménique et trop conciliante avec la société moderne. La querelle entre les deux hommes a creusé un fossé entre fondamentalistes et évangéliques qui perdure encore aujourd'hui, les évangéliques cherchant à gagner des âmes en s'engageant dans la culture dominante, tandis que les fondamentalistes s'en éloignent. Lorsque l'arrière-petit-fils de Jones, Stephen Jones, aujourd'hui président de l'université, a fait appel à l'héritier de Graham,
Cela a semblé être un moment de transformation. Peut-être la forteresse ouvrit-elle enfin ses portes. Ce fut un moment crucial pour Chivigian et Grace. Chivigian était convaincu que le monde protestant était au bord d'un scandale d'abus sexuels similaire à celui qui avait secoué l'Église catholique. Il prend soin de préciser qu'il n'existe pas suffisamment de données pour comparer la prévalence des abus sexuels sur mineurs dans les institutions protestantes et catholiques, mais il est convaincu que le problème a atteint un point critique. Il n'est pas le seul à le penser. En 2012, l'animatrice de radio chrétienne Janet Meffert déclarait: C'est une véritable épidémie dans les églises. Quand les évangéliques vont-ils se réveiller et reconnaître que nous avons un problème majeur dans nos propres églises? Pendant des années, les protestants se sont crus à l'abri des abus perpétrés par les prêtres catholiques célibataires. Mais Chividian estime que les églises, les groupes et les écoles protestants ont réagi pire que les catholiques. L'émission, dit-il, attire les agresseurs potentiels. Les ministères et les écoles ne comprennent pas la dynamique des abus. Et les réseaux de bons vieux étouffent systématiquement les histoires des victimes pour protéger leur réputation. Il craint que ce ne soit qu'une question de temps avant que tout cela ne leur explose au visage et ne menace la survie de puissantes institutions protestantes. Ces 2 dernières années, Chividian a commencé à paraître prophétique. Les signalements et allégations d'abus sexuels, de viols et de harcèlement, et une culture qui les a gravement mal gérés, sont devenus de plus en plus fréquents. À l'automne 2012, d'anciens membres de Sovereign Grace Ministries, une famille regroupant environ 80 églises conservatrices de diverses traditions théologiques, ont intenté un recours collectif contre le ministère pour avoir omis de signaler des allégations d'abus sexuels dans les années 1980 et 90, y compris des abus perpétrés par des membres de la famille proche des responsables de l'Église, et pour avoir découragé les victimes et leurs familles de s'adresser aux forces de l'ordre. La plainte a été rejetée l'année dernière pour prescription et question de compétence, mais un appel et une enquête criminelle sont en cours. Ce printemps, un article paru dans The New Republic a révélé que Patrick Henry, l'université de prédilection des familles évangéliques scolarisées à domicile, a dissimulé des allégations de viol et d'agression sexuelle sur le campus, en grande partie grâce à son insistance sur la pureté des femmes, qui culpabilise les victimes. Des allégations de pratiques similaires ont rapidement fait surface contre d'autres universités chrétiennes, notamment le Pensacola Christian College en Floride et l'université de Cedarville dans l'Ohio. Un documentaire publié en février, intitulé No Place to Call Home, relate les abus sexuels systématiques commis sur des enfants dans les années 1980 à Jesus People USA, une communauté évangélique de Chicago. L'empire de Bill Gothard, fondateur de l'Institut fondamentaliste des principes de base de la vie, s'est effondré plus tôt cette année après que des blogueurs ont révélé des dizaines de plaintes pour harcèlement sexuel et agression sexuelle à son encontre. Des points communs traversent ces récits. Des environnements autoritaires où le respect des règles et l'obéissance règnent en maître. Des techniques de thérapie qui mettent l'accent sur la culpabilité des victimes. Des dirigeants masculins avec peu de contrôle sur leur pouvoir. Et, aux yeux de nombreux chrétiens, dont Chividian, une perversion de la Bible pour justifier ces 3 éléments. Avec ce groupe hétéroclite de confession, cet environnement indépendant et cette distorsion des Écritures, les abus peuvent proliférer, explique Chividian. Mais nous n'avons jamais été contraints de les gérer à l'échelle du protestantisme. Ce sera un défi. Le monde protestant comprend des dizaines de milliers de confessions
ainsi que des milliers d'autres églises, ministères, conseils de mission et sous-cultures non confessionnelles. Contrairement à l'Église catholique, il n'y a pas de Vatican, ni de direction commune reliant, par exemple, les 1600 églises de Calvary Chapel aux 46 000 de la Convention baptiste du Sud. Aucune norme commune ne s'applique, si ce n'est l'autorité des Écritures qui est interprétée différemment d'une église à l'autre, d'une école à l'autre, d'une mission à l'autre. Malgré sa hiérarchie étroitement contrôlée, l'Église catholique a réagi de manière catastrophique aux abus sexuels. Les catholiques ont dû affronter 3 décennies de procès pour régler ce problème, explique Stevie Jean. La première décennie, ils n'y ont prêté qu'un faible intérêt, mais après 3 décennies, des centaines de millions de dollars perdus et une publicité qui a dévasté l'Église, ils ont été contraints de commencer à s'attaquer au problème. Je prie pour que nous puissions y faire face sans y être contraints. La mission de Grace est née d'un appel téléphonique que Tchividjian a reçu d'un journaliste durant l'été 2003. Aujourd'hui en cabinet privé, Tchividjian avait poursuivi pendant 8 ans des affaires d'abus sexuels sur mineurs en tant que procureur dans le nord-est de la Floride. Le journaliste cherchait un point de vue sur un sujet. Dans une église pentecôtiste du Wisconsin, un délinquant sexuel condamné, autorisé à faire du bénévolat à l'école du dimanche, aurait abusé de 2 sœurs âgées de 8 et 12 ans. Lorsque les filles en ont parlé à leurs parents, leur père est allé voir le pasteur qui a conseillé de rencontrer le bénévole. Lors de cette rencontre, raconte Tchividjian, l'agresseur a fait ce que font habituellement les agresseurs. Pleurer et demander pardon, tellement heureux d'avoir été arrêté. Le pasteur a déclaré que cela ressemblait à un repentir et que l'accusé pourrait le prouver en restant actif dans la vie de l'Église. Cela suffirait-il à permettre au père de lui pardonner, a-t-il demandé, et de renoncer à dénoncer l'accusé à l'autorité masculine? Le père a accepté, si c'est ce que Dieu voulait. Lorsque le journaliste a appelé Tchividjian, 6 ans plus tard, la famille des victimes avait été priée de quitter l'église et le bénévole de l'école du dimanche était sur le point d'être jugé. La mauvaise gestion de l'affaire par le pasteur a touché Tchividjian, qui avait été témoin de situations similaires à maintes reprises. Lorsqu'il avait commencé à travailler au parquet, les dossiers criminels étaient distribués aux procureurs comme un jeu de cartes, chacun recevant un dossier varié allant du vol qualifié à l'agression sexuelle. Tchividjian a constaté que ses collègues frémissaient devant les affaires d'abus sexuels et avaient tendance à plaider coupable rapidement, comme si les faits étaient trop atroces pour être portés devant un tribunal. C'était presque trop douloureux à comprendre pour eux, dit-il. Lorsque Tchividjian a demandé à prendre en charge toutes les affaires d'abus sexuels sur mineurs du district, les autres procureurs ont accepté avec joie. Avec le temps, il a créé une unité spécialisée dans le crime sexuel qui a traité des centaines d'affaires pendant 8 ans. Trop souvent, dit-il, un pasteur se présentait au tribunal en tant que soutien, se plaçant presque toujours du côté de l'agresseur et non de celui de la victime. L'affaire du Wisconsin a rappelé à Tchividjian le souvenir de ses pasteurs. Il a commencé à réaliser qu'il avait sa propre vocation, enseigner à l'Église protestante à faire partie de la solution plutôt que du problème. J'ai rencontré des survivants complètement anéantis après avoir révélé des abus au sein de l'Église protestante, explique Tchividjian. Et les dommages à long terme résultent parfois davantage de la réaction ou de l'absence de réaction de l'Église que de l'abus lui-même. Il a contacté des personnes qu'il avait rencontrées au fil des ans, des défenseurs des victimes d'abus qu'il soupçonnait d'être chrétiens, comme Victor Vietz, ancien directeur du Centre national de formation à la protection de l'enfance Gundersen, et Diane Langberg,
psychologue de Pennsylvanie spécialisé dans les traumatismes, notamment la maltraitance infantile. Ensemble, en 2004, ils ont réuni un groupe d'avocats, de pasteurs et de thérapeutes et ont fondé Grace. À leur connaissance, il s'agissait du premier groupe dédié à la sensibilisation des églises protestantes aux abus sexuels et à la manière dont la religion peut être instrumentalisée pour les dissimuler. Ils ont commencé à intervenir lors de conférences, exhortant les protestants à prendre au sérieux les abus sexuels sur mineurs et à soutenir les survivants plutôt que de les blâmer. Tividjian a rédigé une brochure pour la World Reform Fellowship, un réseau interconfessionnel sur le thème Protéger les enfants des abus dans l'Église. Aujourd'hui, Grace, qui ne dispose toujours pas d'employés à temps plein, propose des séminaires de prévention aux églises, ainsi que des consultations en cas d'allégation d'abus. Par un samedi après-midi enneigé de janvier, dans un centre commercial reconverti au nord de Philadelphie, Tividjian se tenait devant plusieurs centaines d'employés et de bénévoles de la chapelle du Calvaire dans le comté de Central Bucks. Bien qu'il soit difficile à distinguer dans la foule, avec ses cheveux bruns coupés courts, ses lunettes et son uniforme de professeur d'université baptiste, blazer et pantalon kaki, quand Tividjian s'exprime, passant du cours magistral à la plaidoirie finale, puis au sermon, on peut entendre et voir une lueur du jeune et fougueux Billy Graham. Comme toujours, Tividjian a présenté des faits alarmants. Si l'on s'en tient aux statistiques générales, un quart des femmes et un sixième des hommes américains ont été victimes d'abus sexuels avant l'âge de 18 ans. La congrégation de Calvary Chapel, forte de 1000 membres, pourrait facilement compter 200 victimes. Mais même cela ne suffit pas à saisir l'ampleur du problème, a-t-il déclaré. Les congrégations doivent comprendre que les églises sont des cibles et des refuges pour les agresseurs. Une étude a révélé que 93% des délinquants sexuels avoués se décrivent comme religieux. Les délinquants qui déclarent avoir des liens étroits avec l'Église commettent plus souvent des abus sur des victimes plus jeunes. Ce n'est pas parce que les chrétiens sont intrinsèquement plus violents, a-t-il expliqué, mais parce qu'ils sont plus vulnérables face à ceux qui le sont. Tividjian a répété ce qu'un agresseur sexuel condamné a dit à la psychologue clinicienne Anna Salter dans son livre Predator, Pedophile, Rapists and Other Sex Offenders, les gens d'église, qui cherchent toujours à voir le meilleur chez les gens, à accueillir les convertis, à sauver les âmes pécheresses, sont faciles à tromper. Tividjian a énuméré comment la transparence des chrétiens peut permettre aux abus de se perpétuer sans contrôle. Les auteurs ont tendance à utiliser les Écritures pour contraindre, justifier et réduire au silence. S'ils sont membres du clergé, ils exploiteront leur position. S'ils sont laïcs, ils exploiteront une église avide de bénévoles et compteront sur la confiance accordée aux membres d'une communauté ecclésiale. Si les auteurs s'en tirent impunément, c'est parce que nous avons trop de culture du silence, a déclaré Tividjian. Lorsqu'une affaire fait surface, trop souvent, les dirigeants de l'Église la passent sous silence. Par souci de réputation, ils disent « Cela pourrait nuire au nom de Jésus, alors réglons-le en interne. » Jésus n'a pas besoin de votre réputation, a déclaré Tividjian. Quand quelqu'un dit ça, c'est un mensonge. Garder les choses dans l'ombre et laisser des âmes être détruites par des abus, c'est faire honte à l'Évangile. Jésus prône la transparence. Le pasteur de Calvary Chapel, John Hessler, qui prêche fréquemment sur son passé imparfait, celui d'un homme qui a apprécié les années 1960, appelle son église à la vigilance. Autrefois, dit Hessler, si on avait un pouls ou si on pouvait embuer un miroir, on pouvait servir dans le ministère auprès des enfants. À l'époque où Calvary Chapel a été fondée, il y a 15 ans,
Avec ses premiers services dans une grange, les compagnies d'assurance avaient commencé à exiger des églises qu'elles vérifient les antécédents de tous les bénévoles. Hessler a rendu ces vérifications de plus en plus rigoureuses, mais même au cours de la jeune vie de l'Église, il y a rencontré plusieurs situations troublantes. Il y avait ce fidèle d'âge moyen qui quittait le service pour s'attarder à l'école du dimanche et qui quittait l'église avec colère lorsqu'on lui demandait de rester loin des enfants. Il y avait aussi l'un des membres des plus stricts de la congrégation, un aspirant missionnaire enthousiaste dont la fille, à 16 ans, a accusé ce dernier de l'avoir agressé sexuellement pendant 8 ans. Ainsi, lorsque Grace est venue à Philadelphie pour une session de formation en 2013, Hessler a envoyé plusieurs membres du personnel. Après que ces derniers soient revenus bouleversés, Hessler a invité Tchividjian à prendre la parole dans son église. C'est une question d'équilibre, explique Hessler. Nous ne voulons pas vivre dans le scepticisme. Comment vivre sans soupçonner que tout le monde est dangereux tout en restant suffisamment réaliste pour fixer des limites qui rendraient cet environnement trop difficile à gérer pour un agresseur potentiel? C'est aussi un défi pour Tchividjian. Des années d'enquête sur des cas d'abus, nous passons nos journées à nager dans les cloaques chrétiens, dit-il, l'ont rendu hyper vigilant. Les méga-églises, avec leurs milliers de bénévoles, le déstabilisent et après avoir travaillé sur de trop nombreux cas de filles agressées sexuellement par un membre de la famille de leur meilleur ami, Tchividjian et sa femme ne laissent plus leurs filles passer la nuit chez des amis et encore moins dans des colonies de vacances ou des soirées pyjama en sous-sol. Mais pour ma femme, dit-il, je ne fais confiance à personne à 100% et j'ai vu trop de scénarios. Ce qui me pose problème, c'est comment gérer ça. Comment équilibrer cette tension entre ne faire confiance à personne et savoir qu'il faut fonctionner dans la vie. Il faut le découvrir par soi-même. Mais sachez ceci, les agresseurs exploitent la confiance. 2. Les missions. En 2009, alors que les invitations des groupes religieux se multipliaient, Grace fut sollicitée pour un nouveau type d'action. New Tribe Mission, une organisation basée en Floride, était en difficulté car les enfants, désormais adultes, de ces missionnaires dénonçaient publiquement les abus sexuels commis dans un pensionnat de New Tribe des années auparavant. Un nouvel appel téléphonique inattendu à Tchividjian le fit passer de la prévention à l'enquête sur les auteurs de ces abus. Avec plus de 3000 missionnaires répartis dans 20 pays, les membres de New Tribe sont surnommés les Indiana Jones du monde missionnaire. Fondé par un missionnaire de Los Angeles en 1942, New Tribe envoie ses équipes dans des régions reculées, des zones rurales d'Afrique de l'Ouest à l'Arctique, pour évangéliser les communautés dépourvues de traduction de la Bible. Les enfants des missionnaires sont connus dans le langage chrétien sous le nom de MK pour enfants missionnaires. Il y a environ 5 ans, un groupe de MK dont les parents étaient en poste au Sénégal dans les années 1980 et 1990 a commencé à échanger des histoires sur les abus qu'ils disaient avoir subis. New Tribe comptait une vingtaine ou une trentaine de couples répartis à travers le Sénégal, intégrés aux villageois qu'ils cherchaient à convertir. La culture de New Tribe, mais pas de politique officielle, imposait que les enfants, dès l'âge de 6 ou 7 ans, soient envoyés dans un internat de mission centrale afin que leurs parents puissent se consacrer à l'évangélisation. Au Sénégal, l'école se trouvait dans la ville de Fanda. Les enfants y vivaient sous la surveillance de parents de dortoir, des nouvelles tribus, non formés et généralement réticents. Certains d'entre eux étaient des missionnaires ayant échoué sur le terrain,
et ils voyaient rarement leurs parents biologiques jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Les parents de dortoir et les missionnaires étaient eux-mêmes supervisés par des responsables de terrain dont le pouvoir et le contrôle, comme l'écrirait plus tard Grace dans son rapport d'enquête, étaient comparables à ceux d'une équipe pastorale, d'un conseil d'anciens de la congrégation, d'un groupe de diacres, d'un employeur, d'un gouvernement civil local et d'un chef de famille, tout cela réuni. D'anciens membres du personnel sont plus directs. Ils qualifient les responsables de terrain de despotiques. Les parents d'élèves, que les MK avaient appris à appeler oncles et tantes et à considérer comme des représentants de Dieu, étaient autorisés à donner des fessées aux enfants. Les MK décrivent des fessées qui ressemblaient davantage à des coups, laissant des marques sur les enfants après des infractions mineures, comme ne pas dormir à la sieste. Certains racontent qu'ils étaient soumis à des punitions cruelles et étranges, comme être forcés de manger leur propre vomi. À l'école, la culture était celle de la peur, explique Bonnie Cheshire, une MK de 34 ans envoyée à Fonda à l'âge de 7 ans. Au milieu des années 1980, l'un des responsables de dortoir, David Brooks, qui supervisait le petit dortoir pour les plus jeunes enfants, aurait commencé à abuser sexuellement de filles, dont Cheshire. Les jeunes missionnaires affirment qu'il venait dans leur lit la nuit sous prétexte de les réconforter et les toucher de manière inappropriée. Elles affirment qu'il leur a appris à se masturber et qu'il les a encouragés à se prendre en photo sous la douche et à jouer à des jeux consistant à trouver des objets cachés dans son maillot de bain ou celui d'amis d'autres filles. Un autre responsable de dortoir aurait puni des filles en les maintenant au sol et en les embrassant. L'une d'elles aurait touché les seins d'une jeune missionnaire. L'épouse d'un missionnaire de New Tribe aurait eu des relations sexuelles avec un homme de la communauté juive. Au total, 7 membres du personnel de Fonda ont été accusés d'abus sexuels. Les lettres des MK envoyées à leurs familles ont été censurées, mais lorsque certaines filles ont raconté ce qui se passait à leurs parents, et lorsque les parents ont informé les directeurs de terrain de New Tribe, on leur a répondu qu'elles colportaient des ragots et que leurs calomnies détruisaient le ministère d'autrui. Les jeunes disent qu'on leur a dit que leurs plaintes condamneraient les Africains à l'enfer, car leurs parents ne seraient plus là pour sauver des âmes. Les parents de la MK qui avaient dénoncé un viol sur mineur ont été renvoyés au camp d'entraînement de New Tribe et finalement expulsés du terrain. En 1988, Brooks quitta le Sénégal pour un congé médical. Fin 1989, alors qu'il était en congé aux États-Unis, de nouvelles allégations d'abus furent portées contre Fonda. Brooks fit des aveux partiels aux administrateurs de New Tribe et il fut prié de démissionner au printemps suivant. Mais New Tribe n'en informa jamais les autorités américaines ni sénégalaises et il ne fut jamais poursuivi. La mission sénégalaise de New Tribe illustre ce que Tchividjian et Grace appellent un abus spirituel. L'exercice de l'autorité religieuse pour persuader les victimes qu'elles sont responsables de ce qui leur est arrivé. Ils affirment que ces abus sont souvent le résultat du légalisme, un terme fourre-tout désignant un christianisme rigide et obéissant à des règles, où l'état d'esprit se reflète dans la longueur de votre jupe ou la façon dont vous disciplinez vos enfants. Le légalisme est souvent utilisé par les chrétiens modérés pour dénoncer les obsessions mesquines des fondamentalistes. Mais ce terme reflète également un débat théologique fondateur au sein du protestantisme, fondé à l'origine sur la conviction que les chrétiens sont sauvés par la grâce seule, c'est-à-dire par leur profession de foi, et non par leurs actes. Les victimes d'abus décrivent souvent leur communauté d'origine comme légaliste.
Des organismes isolés et autoritaires qui placent l'obéissance et les règles au-dessus de tout, où personne n'a le droit de commettre des petites erreurs et où les crimes doivent être dissimulés pour protéger la cause de Christ. L'école de New Tribe à Fonda a fermé ses portes en 1997, officiellement pour des raisons de sécurité, alors que la guerre civile faisait rage dans le pays, mais officieusement parce que de nombreux missionnaires avaient retiré leurs enfants de l'école, au point qu'il n'y avait plus assez d'élèves pour la maintenir. La même année, New Tribe a mené une enquête interne mal conçue sur les allégations d'abus. Des responsables de la mission ont assisté aux entretiens avec les enfants de missionnaires et, au final, toutes les victimes, sauf une, ont refusé de témoigner. Par conséquent, New Tribe n'a identifié que 2 auteurs et a présenté les abus commis à Fonda comme une exception. New Tribe a continué à gérer des écoles dans d'autres pays qu'elle évangélisait. En 2008, Carrie Mckitson, une autre députée de Fonda qui affirme avoir été victime d'abus, a contacté New Tribe pour obtenir des réponses. Que savait la mission des abus présumés au moment où ils étaient perpétrés et quelles mesures avait-elle prises pour garantir que cela ne se reproduise plus dans d'autres écoles de New Tribe? Le conseil d'administration et les avocats de la mission ont rencontré Mckitson et Cheshire pour présenter des excuses et demander pardon. Cela n'a pas suffi. Mckitson et d'autres députés ont créé un site web, fondagirls.com, pour faire connaître les abus présumés. Le site a été consulté 3,6 millions de fois et apparaît dans les résultats de recherche Google juste en dessous du site web de la mission New Tribe. New Tribe a ensuite procédé à un deuxième examen sommaire des allégations de Fonda. Face à la pression persistante des députés, la mission a accepté de mandater une partie neutre pour enquêter. Les jeunes missionnaires étaient initialement sceptiques face à un autre groupe promettant une réponse divine comme l'avait fait Grace. C'est la même terminologie utilisée contre nous par New Tribe pour justifier les abus et les dissimulations, explique Mckitson. En langage évangélique, une réponse divine aux abus signifie utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger les finances de l'institution, tout en prétendant pieusement que leur véritable préoccupation est de protéger le nom de Jésus. Mais Grace a proposé à Mckitson d'emmener en Floride pour assister à l'une de ses formations. Elle s'y est rendue prête à rayer Grace de la liste, mais a entendu une défense si acharnée des droits des victimes qu'elle a été convaincue que le groupe était la personne idéale pour cette mission. Grace a accepté la commission de New Tribe à 2 conditions. Que l'enquête soit indépendante et que son rapport final soit fourni aux députés et à leurs familles, New Tribe n'apprenant les résultats qu'après que les enquêteurs de Grace aient terminé leurs entretiens confidentiels. Leur rapport n'entraînerait pas de poursuite pénale, car les abus présumés avaient eu lieu il y a très longtemps et hors des États-Unis. Grace visait plutôt une autre forme de jugement. Tchividjian évite toute comparaison avec des commissions vérité et réconciliation comme celle d'Afrique du Sud, car le mot réconciliation est souvent utilisé dans un contexte chrétien. Comme un objectif à atteindre le plus rapidement possible, comme un code pour une grâce à bon marché, la véritable réconciliation soutient Tchividjian et l'apanage des victimes. Au-delà, c'est à Dieu de décider. Grace visait plutôt une vérité radicale. Son rapport fournirait à New Tribe un compte-rendu factuel de ses manquements envers les MK, afin qu'elle puisse se confesser, se repentir et modifier ses pratiques. Dès le premier jour, explique Tchividjian, nous avons pensé que l'objectif devait être de faire preuve d'un repentir authentique, de savoir où l'on a échoué et d'en faire preuve de transparence.
Des membres du conseil d'administration de Grace, dont des théologiens et des pasteurs, se sont portés volontaires pour faire partie de l'équipe d'enquête, aux côtés des anciens procureurs Tchividjian et Victor Vietz, ainsi que de la psychologue Diane Langberg. Ils s'attendaient à ce que le processus dure quelques semaines. Au lieu de cela, il a duré plus d'1 an, aboutissant à un rapport de 66 pages. Les abus se sont avérés bien plus répandus et graves que tout ce qu'un ancien procureur aurait pu imaginer. Nous avons perdu un peu de notre âme dans cette enquête, confie Tchividjian. Les enquêteurs ont commencé par envoyer un questionnaire confidentiel à tous les élèves de Fonda des années 1980 et 90 qu'ils ont pu identifier. 56 des 108 MK ont répondu, contre 3% lors de la tentative de New Trib. Et l'équipe de Grace a interrogé 21 d'entre eux en personne ou par téléphone, recueillant les témoignages écrits d'une douzaine d'autres. Ils ont également examiné plus de 1000 pages de dossiers de mission et interrogé près de 40 membres du personnel de New Trib ayant été associés à l'école de Fonda. Publié en août 2010, ce rapport a identifié plus de 20 victimes d'abus sexuels présumés et documenté des dizaines d'autres allégations de violences physiques et psychologiques. Les victimes d'abus spirituels à Fonda, conclut Grace, pourraient bien inclure la quasi-totalité de la population scolaire. De plus, des enfants missionnaires d'autres internats New Trib à travers le monde avaient contacté Grace, certains signalements remontant aux années 1950. Grace recommandait à New Trib d'enquêter sur ces allégations avec autant de rigueur que celle de Fonda. Nous avons vu ce que le diable fait avec le silence et l'inaction, concluent les enquêteurs, et nous rejetons ce péché. Le rapport propose une liste de moyens par lesquels New Trib pourrait démontrer sa repentance. Créer un fonds d'1 million de dollars pour les victimes et leurs familles. Licencier 14 anciens parents et superviseurs de dortoirs. Informer les églises actuelles des agresseurs. Coopérer avec les futurs procès. Et pour les dirigeants de Fonda et de New Trib qui ont ignoré les abus, exiger une dîme de pénalité de 10% de leur chèque de paye pour le fonds des victimes. Tchividjian et les autres enquêteurs ont passé une journée à examiner le rapport avec le conseil d'administration de New Trib. Ils ont prié ensemble et New Trib a immédiatement accepté la plupart des recommandations. Le directeur général de la mission, Larry Brown, a déclaré au magazine conservateur Christian World que le conseil était honteux des conclusions de Grace et a reconnu que l'atmosphère autoritaire et la théologie de Fonda, et plus particulièrement sa culture du légalisme, en étant responsables. Il s'est engagé à enquêter sur ce qui s'était passé dans les autres écoles. Il nous semblait évident qu'ils avaient compris, explique Tchividjian. Mais ce fut la réaction immédiate. La réaction à long terme, poursuit Tchividjian, a été que New Trib s'est considérablement désengagé de nous. Je pense que ce qui se passait, c'est que d'autres institutions les observaient en se disant « Pourquoi diable embaucher un groupe pour faire ce qu'ils ont fait ? Ils vous ont traîné dans la boue. » New Trib a rapidement annoncé de nouvelles enquêtes sur les allégations d'abus dans au moins 9 autres écoles de 8 autres pays, mais cette fois, elle ne recruterait pas Grace. La mission a recruté un nouveau coordinateur pour gérer les enquêtes sous le nom du projet eHeart, Independent Historical Abuse Review Team. New Trib a informé les jeunes missionnaires que les informations révélées par les recherches seront conservées dans un cabinet d'avocats et accessibles uniquement par le biais d'une procédure judiciaire. Les dirigeants de New Trib ont décliné les demandes répétées de commentaires sur les enquêtes et de réponses aux questions sur la mise en œuvre des recommandations du rapport de Grace.
Rachel Stephan, missionnaire de New Tribe, raconte que ses deux filles ont été agressées sexuellement par un parent d'élève d'une résidence universitaire aux Philippines. Je pense que ce qui s'est passé avec Grace et le rapport Fonda, c'est qu'ils ont pris New Tribe par surprise. Et la publication de ce rapport a été un coup dur pour eux, explique Rachel Stephan, une ancienne missionnaire de New Tribe qui raconte que ses deux filles ont été abusées sexuellement par un parent d'élève d'une résidence universitaire aux Philippines. Je pense qu'ils se sont jurés de ne plus jamais perdre le contrôle de cette façon. Près de 4 ans plus tard, une seule des enquêtes ultérieures de New Tribe a été réalisée pour une école au Brésil et les résultats n'ont pas été publiés. En 2011, alors que la promesse initiale de la première enquête de Grace se transformait en déception, un autre groupe missionnaire en difficulté est venu à sa rencontre. L'Association des baptistes pour l'évangélisation mondiale, ABWE, a été fondée en 1927 par un groupe dissident appelé les baptistes réguliers pour promouvoir un havre fondamentaliste militant, missionnaire et bibliquement indépendant. En partie à cause de sa culture insulaire, le groupe reste méconnu, même dans les cercles chrétiens conservateurs. Les dirigeants de Grace n'en avaient jamais entendu parler. Mais l'ABWE est loin d'être marginal, avec environ 900 missionnaires dans 60 pays, soutenus par quelques 5000 églises. C'était une seconde chance d'établir le modèle de rédemption de Grace au sein d'un groupe aux prises avec ses péchés au passé. En 1988, Don Ketcham, l'un des médecins missionnaires de l'ABWE au Bangladesh, aurait agressé sexuellement et violé une jeune missionnaire de 12 ans qui a demandé à garder l'anonymat. Nous l'appellerons Julia. Ketcham, alors âgée d'une cinquantaine d'années, était une figure appréciée et profondément liée à l'ABWE. Son père, pasteur baptiste, avait contribué à la fondation de l'Association générale des baptistes réguliers. Charmant et charismatique, il aurait eu des aventures à répétition avec des femmes plus jeunes de l'ABWE, ce qui a entraîné à plusieurs reprises le licenciement de la jeune femme. Diana, la sœur de Julia, âgée de 41 ans et épouse d'un pasteur du Colorado, affirme que Ketcham l'a agressée sexuellement au Bangladesh. Elle a raconté au Prospect l'histoire qu'elle et Julia avaient racontée à Grace. En juillet 1989, alors qu'elles étaient de retour chez elles pour rendre visite à une sœur adulte dans l'Indiana, Julia, qui n'avait révélé ce qui s'était passé à personne dans la famille, a révélé à leur pasteur les faits reprochés à Ketcham. Au lieu d'informer la famille, raconte Diana, le pasteur a appelé le siège de l'ABWE en Pennsylvanie. Un psychologue, Russell Yold, s'est rendu dans l'Indiana avec le superviseur de Ketcham, Russell Ebersol, afin de vérifier si Julia disait la vérité. Une fois convaincus, raconte Diana, ils ont contraint Julia, qui allait bientôt fêter ses 14 ans, à signer des aveux attestant qu'elle avait eu une relation physique avec le médecin et que ce qu'elle avait fait était gravement répréhensible. Les responsables de l'ABWE se sont ensuite envolés pour le Bangladesh avec Julia. Les parents de Julia ont été informés de ces aveux, mais n'ont jamais été informés que leur fille avait affirmé avoir été violée. Julia a été contrainte de demander pardon à sa famille. Lloyd et Ebersol ont confronté Ketcham, qui a quitté le camp missionnaire et est retourné dans son état natal, le Michigan. L'ABWE a envoyé un avis vague aux églises qui parrainaient l'œuvre missionnaire de Ketcham, indiquant qu'il avait été renvoyé pour conduite immorale, une expression que la plupart interprètent comme un adultère. Ketcham a ouvert un cabinet médical familial où les membres des églises locales envoyaient leurs enfants et où il a continué à travailler pendant plus de 20 ans.
La BWE n'a pas répondu aux demandes d'interview répétées pour cet article. Les tentatives pour joindre Ketcham, aujourd'hui octogénaire, par l'intermédiaire de sa fille sont restées vaines. Julia souffrait de troubles alimentaires et a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Lorsque sa famille a quitté le Bangladesh en 1991 pour bénéficier d'une meilleure prise en charge, Diana affirme que le viol présumé avait changé sa vie à jamais. La famille n'a entendu son histoire complète que 20 ans plus tard. Plus de 10 ans après le retour de la famille de Julia aux États-Unis, des histoires concernant Ketcham ont commencé à faire surface. Au moins 2 députés affirment avoir été violés et 5 autres affirment avoir été agressés sous prétexte d'examens mammaires ou pelviens inutiles. 6 ou 7 autres jeunes missionnaires accusent Ketcham de les avoir drogués et maltraités. Ils se souviennent d'avoir été seuls avec Ketcham à l'hôpital ABWE ou chez lui et de s'être réveillés le matin avec un état second et des nausées, incapables de se souvenir de la nuit précédente. Lors d'une réunion de l'ABWE en 2002, un groupe de députés bangladais, désormais adultes, a interpellé le nouveau président de la mission, Michel Loftis, au sujet de Ketcham. Ils sont partis en espérant que la mission ouvrirait une enquête, ou du moins signalerait Ketcham au conseil de médecine du Michigan. Mais l'ABWE s'est contenté de financer les consultations des victimes. Peu de choses se sont passées jusqu'en 2011, lorsque Julia a pris la parole publiquement. Après avoir enfin parlé à sa famille de son viol présumé, elle a cofondé un site web, Bangladesh MK Speak, avec une autre jeune missionnaire, Susanna Bills Baker. Le site détaillait l'histoire de Julia et publiait les témoignages d'autres victimes. Dès sa première semaine de mise en ligne, Bangladesh MK Speak a suscité des milliers de commentaires et de nombreux autres témoignages. L'ABWE fut contrainte de réagir. La mission dénonça Ketcham à l'ordre des médecins du Michigan. Moins d'un an plus tard, il renonça à sa licence. Sur son site web, la BWE publia ses propres aveux, reconnaissant que Ketcham aurait dû être licencié des années plus tôt et que le flou de sa lettre de licenciement avait permis aux médecins de dissimuler ses actes présumés. La lettre implorait les membres de la mission de nous pardonner s'il vous plaît. Le président de l'ABWE, Michael Loftis, fut démis de ses fonctions. À la mi-avril, à la demande pressante des jeunes missionnaires, Grace fut chargée d'enquêter sur Ketcham et la réaction de l'ABWE. Grace a commencé ses activités en juin 2011. Cependant, il est vite apparu que l'ABWE n'était pas enthousiaste à l'idée d'être interrogée. La mission n'a pas fourni les documents demandés par Grace, explique Chividian, et début 2012, l'ABWE a lancé une enquête distincte sur toutes ses missions. Il en a résulté une brève annonce sur son site web indiquant que quelques cas d'abus avaient été confirmés, que des auteurs anonymes avaient été identifiés et qu'aucun d'entre eux ne travaillait encore sur le terrain. Certaines allégations n'ont pas été examinées, a déclaré l'ABWE, car les victimes n'ont pas consenti à la poursuite de l'enquête. Tandis que l'enquête de Grace se poursuivait, Diana affirme que la mission a tenté de la saper. Les dirigeants de l'ABWE ont proposé une compensation pour le traitement infligé à Julia, ce qui a semblé à la famille comme une tentative d'acheter son silence futur. Ils ont refusé. En janvier 2013, après plus de 100 entretiens, Grace a annoncé dans une mise à jour régulière sur son site web que son enquête était presque terminée. 3 semaines plus tard, la BWE licencie Grace, alléguant que l'enquête était gravement entachée d'irrégularités. Il ne révélerait pas la vérité. Pour les survivants et leurs familles, cette nouvelle a été dévastatrice.
Elle signifiait, conformément aux termes du contrat avec la mission, que le rapport de Grace ne pouvait être publié. Les critiques publiques contre Grace ont mis en péril sa réputation naissante. L'ABWE a affirmé que le témoignage des jeunes missionnaires était entaché par leurs contacts mutuels, que les enquêteurs n'avaient pas appliqué les normes de preuve d'un tribunal et n'avaient pas enregistré les entretiens, et que 8 personnes interrogées s'étaient plaintes que Grace avait posé des questions suggestives et exclu des souvenirs positifs concernant ABWE de leur résumé d'entretien. L'ABWE a affirmé qu'une personne interrogée dont le nom n'a pas été révélé avait déclaré se sentir revictimisé par Grace. Tchividjian et ses collègues enquêteurs ont publié une réfutation de 15 pages, point par point, sur le site web de Grace. Leur procédure ne ressemblait pas à celle d'un tribunal, ont-ils expliqué, car il ne s'agit pas d'une procédure judiciaire. Les enquêteurs ont enregistré certains témoignages, mais pas tous, car ils ont permis aux personnes interrogées de demander à ce qu'ils ne soient pas enregistrés par crainte de représailles de l'ABWE. Il n'existait pas de transcription de qualité judiciaire, car le recours à des sténographes judiciaires aurait été exorbitant. Et la mission avait rechigné à payer ne serait-ce qu'une fraction des coûts de transcription précédents. Grace a souligné que toutes les personnes interrogées, tant les survivants que le personnel de la mission, avaient reçu des brouillons de leurs transcriptions et avaient été invités à les corriger comme elles l'entendaient. Les enquêteurs ont noté que ce n'était pas pour retrouver de bons souvenirs de la mission au Bangladesh qu'ils avaient été engagés. Placé dans le contexte de la conduite de l'ABWE au cours des 20 derniers mois, a conclu Grace, le licenciement suggère fortement que l'ABWE n'est pas disposé à se soumettre à une enquête à moins que l'enquête ne soit sous votre contrôle. L'ABWE a remplacé Grace par Professional Investigator International, PI, qui a déclaré mener non pas une enquête, mais des recherches sur l'hôpital bangladais où Kate Sham avait travaillé. PI, qui gère également au moins une des enquêtes Newtrib, a été fondée par un couple de Mormons, dont l'un dirige un cabinet de conseil en images. Le site web de l'entreprise souligne que le client suggère initialement le périmètre du travail. Dans une brève déclaration en réponse aux questions du prospect, Linda Davis, PDG de PI, a qualifié son travail pour l'ABWE et Newtrib d'enquête totalement indépendante, suivant des procédures d'enquête très rigoureuses. Elle n'a fait aucun commentaire à ce sujet. Dans une foire aux questions de son site web, l'ABWE promet que, dans un souci de transparence, elle compte publier le rapport non édité dès qu'il sera finalisé. Les jeunes missionnaires bangladais sont sceptiques. Lorsque PI a contacté Tamara Rice, députée, pour une interview en novembre dernier, elle a déclaré que les enquêteurs avaient refusé de préciser l'usage qui serait fait de ses réponses ni si son identité resterait confidentielle. Comme d'autres députés, elle a refusé de parler aux nouveaux enquêteurs dans ces conditions. L'ABWE accuse Grace d'avoir monté un dossier contre elle dans le cadre de son enquête, déclare Rice. J'ai le sentiment qu'il y a de fortes chances qu'ABWE construise actuellement un dossier de défense contre de futures poursuites judiciaires. Ces entretiens sont en réalité affichés dans les bureaux de leurs avocats. 3. La forteresse. En 2013, 10 ans après que Tchividjian se soit senti appelé à diffuser l'information, les abus sexuels étaient devenus un sujet que les protestants ne pouvaient plus ignorer. Depuis 2004, Grace avait informé plus de 150 églises et ministères, consulté des dizaines d'autres sur les politiques de prévention et contribué à la mise en œuvre de programmes de sensibilisation aux abus dans 6 universités chrétiennes.
Malgré les déceptions, les enquêtes de Newtrib et de l'ABWE avaient jeté un nouvel éclairage sur le problème. Ils en étaient de même pour un réseau croissant de sites web de victimes publiant des témoignages d'abus. Deux grandes fondations évangéliques, One Hope, le ministère des missions pour enfants, et Samaritan Spurs, une organisation humanitaire dirigée par Franklin Graham, l'oncle controversé de Tividian, avaient demandé à Grace de les aider à élaborer et à mettre en œuvre des politiques de prévention et de réponse aux abus. Tchividjian, Langberg et d'autres membres du conseil d'administration de Grace étaient des habitués des médias chrétiens. La Convention baptiste du Sud, la plus grande organisation protestante des États-Unis, avait adopté une résolution appelant les églises membres à signaler tout soupçon ou toute allégation d'abus sexuels aux forces de l'ordre. Puis, alors que l'enquête de l'ABWE se dénouait, l'université Bob Jones s'est tournée vers Grace. Il semblait que l'école était prête à s'ouvrir au changement. Bob Jones a révisé sa politique en matière d'abus sexuels, organisé sa première formation de sensibilisation à l'échelle du campus et envoyé une importante délégation à une conférence Grace. Pendant ce temps, anciens élèves et membres du personnel racontaient leurs histoires à Grace. Bien que Tchividjian n'ait pas souhaité commenter l'enquête en cours, le prospect a interrogé 8 anciens élèves de Bob Jones qui affirment avoir témoigné. Les témoignages offrent un aperçu de ce que Grace est susceptible de découvrir. Une atmosphère cloisonnée où les victimes d'abus sont dissuadées de témoigner et où celles qui le font sont systématiquement blâmées et dissuadées de signaler les faits à leur famille et à la police. Cathy Landry, aujourd'hui âgée de 31 ans, a quitté sa famille ménonite scolarisée à domicile dans l'Ohio et s'est inscrite à l'école Bob Jones à 19 ans, 2 semaines après avoir été violée par un collègue, selon ses dires. Quand cela m'est-il arrivé, dit-elle, le mot viol ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Je savais qu'il existait un mot appelé fornication, qui désigne les relations sexuelles entre personnes non mariées, et je savais qu'il existait un adultère, qui désigne les relations sexuelles entre personnes mariées hors mariage. Mais rien dans ma vie ne m'indiquait que parfois les relations sexuelles surviennent sans le vouloir et sans l'avoir demandé. Erin Birchwell. Landry a rejoué sa première année, ce qui, dans le contexte de Bob Jones, signifiait qu'elle avait quitté le campus sans autorisation pour aller manger une pizza avec quelques amis. Elle raconte avoir été suspendue pendant un semestre et avoir subi une rééducation disciplinaire intensive. Lorsqu'elle a finalement raconté ce qui s'était passé à son conseiller, elle a été emmenée voir Jim Berg, une figure influente du campus qui a été le doyen des étudiants de Bob Jones pendant près de 3 décennies, de 1981 à 2010. Landry raconte avoir raconté à Berg comment, depuis le viol, elle avait lutté pour comprendre où était Dieu et pourquoi il n'était pas intervenu. J'espérais qu'il me dirait qu'il m'aiderait à trouver de l'aide, à en parler à mes parents, et peut-être même à appeler la police, raconte Landry. Et j'espérais qu'il me dirait que ce n'était pas ma faute. Au lieu de cela, elle raconte que la première réaction de Berg a été de lui demander si elle avait bu ou fumé de l'herbe le jour du viol. Il a ensuite suggéré, dit-elle, que son viol avait une origine spirituelle. Il a dit que derrière chaque péché se cache un autre péché, qu'il y a un péché dans votre vie qui a causé votre viol, et qu'il faut découvrir lequel, poursuit Landry. Elle se souvient d'avoir couru hors du bureau de Berg, terrifiée à l'idée d'être renvoyée. Landry raconte que ni Berg, ni qui enseigne aujourd'hui la thérapie, ni la conseillère d'internat à qui elle en avait parlé la première fois ne l'ont jamais contactée. À la fin du semestre suivant,
Landry s'est éloignée de Bob Jones et entré chez elle dans l'Ohio et a épousé un ami d'enfance, se disant qu'aucun autre homme ne l'aimerait jamais. Leur mariage a été de courte durée. Pendant 3 ans, Landry n'a parlé à personne de son viol et elle n'a pas cherché à se faire soigner pendant 5 ans. J'avais déjà une honte immense en entrant dans le bureau du docteur Berg, dit-elle, et il a ajouté encore plus de honte, plus que je ne pouvais en supporter. Lorsque Camille Lewis était étudiante à Bob Jones à la fin des années 1980, une colocataire lui a confié que son père l'avait agressée sexuellement pendant des années. Lewis l'a encouragée à parler à quelqu'un et a pris rendez-vous avec le doyen Berg. Il n'a pas dit à la colocataire que c'était sa faute, dit Lewis, mais l'a averti de ne pas porter plainte. Avec le temps, Lewis a commencé à déceler une tendance. Elle est devenue professeure d'art oratoire et de rhétorique à Bob Jones, où elle a travaillé de 1990 à 2007, et raconte qu'au cours de ses 2 décennies à l'université, 11 autres femmes lui ont confié avoir été agressées sexuellement, violées ou agressées sexuellement. 8 sur le campus et 3 en dehors. Elle connaissait d'autres personnes, dit-elle, qui avaient été victimes de harcèlement sexuel, qu'elles soient étudiantes ou employées. Mais lorsqu'elles ont sollicité l'aide de l'université, dit Lewis, la réponse a été la même que celle reçue par sa colocataire et Landry. Autrefois, la métaphore utilisée était celle de la vitrine. Une vitrine qu'il créait pour vendre Dieu et ne voulait pas que rien ne vienne ternir, explique-t-elle. C'est pourquoi c'est parfait pour les prédateurs, car ils se cachent derrière le silence de Bob Jones. C'est inhérent au système. Cathy Harris a intégré l'école d'infirmière Bob Jones au milieu des années 1990. Elle explique qu'elle souffrait déjà de syndrome de stress post-traumatique suite à des abus subis durant son enfance. Le doyen Berg lui aurait conseillé de ne pas prendre de médicaments, insinuant qu'elle était complice de ces abus. Après sa tentative de suicide en 1996, précise Harris, Berg aurait envoyé sa lettre d'expulsion à l'hôpital. 2 autres anciennes étudiantes qui avaient consulté pour des abus physiques ou sexuels subis durant leur enfance ont déclaré au prospect avoir été renvoyées ou demandé de ne pas revenir lorsque le personnel de l'université a pris connaissance de problèmes psychologiques ou de comportements autodestructeurs pouvant découler de ces abus. 2 de ces cas se sont produits au cours des 4 dernières années. Jeffrey Hoffman, qui contribuera plus tard à la fondation du groupe d'anciens élèves LGBT BG Unity, a grandi dans le système Bob Jones dans les années 1970 et 1980. Hoffman affirme avoir été agressé sexuellement alors qu'il était jeune garçon à la Bob Jones Academy par un professeur d'université qui s'était introduit dans sa cabine de douche dans un gymnase d'une église voisine affiliée à Bob Jones. Hoffman affirme que son agresseur lui a proposé de le conseiller pour surmonter son attirance pour les personnes du même sexe, ce qui semblait à la fois une tentative d'appât et une menace. Hoffman n'a raconté ce qui s'était passé que des années plus tard, de peur d'être incrédule. À 3 reprises, le prospect a sollicité des entretiens avec la direction de Bob Jones, notamment avec Berg et le président Stephen Jones, mais essuyé un refus. L'université Bob Jones ne participera pas à un entretien, a répondu Randy Page, porte-parole de l'université, ajoutant: Nous ne souhaitons pas que BGU soit mentionné dans le profil que vous rédigez sur Grace. Peu avant la mise sous presse, Page a envoyé un lien vers les déclarations en ligne de l'université concernant Grace. En janvier, lorsqu'ils ont annoncé que le rapport final serait probablement prêt à être publié en mars, les enquêteurs de Grace avaient mené plus de 100 entretiens.
Quelques jours avant la date prévue pour les derniers entretiens, la direction de l'établissement lui a adressé un avis de licenciement. La lettre, pleine d'éloges et de remerciements pour le travail de Grace, indiquait que des changements au sein de l'université, Stephen Jones venait d'annoncer son départ à la retraite au printemps, avaient convaincu l'établissement de rompre le contrat. L'université a demandé à rencontrer Grace au plus vite afin d'élaborer un nouveau contrat, écrivant: Nous pensons qu'il est dans l'intérêt public de Grace et de BGU de se rencontrer et de conclure un nouvel accord qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. La lettre ne précisait aucune raison de licenciement de Grace ni aucune indication des nouvelles conditions de l'établissement souhaitées négocier. Grace a envoyé un courriel aux personnes interrogées pour les informer de la situation. L'avis de licenciement a ensuite été publié en ligne et l'histoire est devenue virale. Lorsque l'ABWE, une organisation relativement petite et séparatiste, a licencié Grace, peu de personnes en dehors du fondamentalisme et du christianisme conservateur l'ont su ou y ont prêté attention. Mais il s'agissait de l'université Bob Jones, le bastion du fondamentalisme américain. L'histoire a été rapportée par le New York Times et le Washington Post, et le licenciement a été condamné sur les sites web allant du journal libéral Wonkette à The American Conservative. L'université Bob Jones ne s'en tirera pas avec cette lâcheté, Dieu merci, a écrit le chroniqueur d'American Conservative Rod Dreher, qui a qualifié la décision de l'université d'exemple classique de dissimulation institutionnelle. Bob Jones avait depuis longtemps pris l'habitude d'ignorer ses critiques laïques et ses anciens détracteurs. L'école a enduré des décennies de mauvaise presse et de protestations contre les politiques comme l'interdiction des relations interraciales. Mais les responsables semblaient pris au dépourvu face à la fureur de leurs fidèles, qui ont inondé la page Facebook de dénonciation et d'appel au rétablissement de Grace. Des rumeurs ont proliféré en ligne. Stephen Jones aurait été contraint par un conseil d'administration plus conservateur. Une récente décision de la Cour suprême de Caroline du Sud, qui a étendu la responsabilité institutionnelle en matière d'abus sexuels, pourrait signifier que les conclusions de Grace exposeraient l'école à des poursuites. Certaines histoires auraient été si horribles que l'école se serait sentie obligée de les étouffer. Lors d'un discours devant les étudiants, Stephen Jones n'a fourni qu'une vague explication, affirmant que Grace s'était écartée de notre compréhension initiale. Cette résiliation, a-t-il expliqué, était un moyen de discuter avec l'équipe de Grace et de remettre le processus sur les rails. Bob Jones, a-t-il insisté, était déterminé à terminer l'enquête, soit avec Grace, soit avec un autre groupe. Plus discrètement, certains proches de la direction de l'établissement ont écrit sur les réseaux sociaux que Grace avait été autoritaire envers les victimes et qu'il y avait peut-être eu des violations de la confidentialité des victimes. Cependant, les 8 anciens élèves ou anciens membres du personnel de Bob Jones, avec lesquels le prospect s'est entretenu, ont déclaré que le processus avait été positif. Le meilleur traitement que j'ai jamais reçu de la part de chrétiens, selon les mots de Cathy Harris. Pour ceux qui avaient participé à l'enquête Grace, le licenciement a suscité plus que de l'indignation. 3 témoins ont déclaré au prospect que cette décision les avait plongés dans la dépression ou des crises de panique. L'un d'eux a confié avoir envisagé le suicide. 2 autres craignaient que leur témoignage soit à l'origine des troubles lorsque les dirigeants de Bob Jones en ont eu vent. Je voulais tellement que cela soit révélé, mais pas par haine pour Bob Jones, confie Katy Landry. Elle espère que ses nièces et neveux fréquenteront un jour l'école. S'il leur arrive quelque chose et qu'ils cherchent de l'aide,
Je veux qu'il reçoive une aide concrète, conclut-elle, et non plus de honte. Le 25 février, un mois après avoir licencié ses enquêteurs, Bob Jones a annoncé un revirement. L'université réembauchait Grace dans le cadre de son contrat initial. Dans des déclarations ultérieures publiées sur son site web, les dirigeants de l'établissement ont exprimé leurs excuses aux victimes pour les avoir surpris avec ce qu'ils décrivent désormais non pas comme un licenciement, mais comme une suspension temporaire. La date de publication du rapport de Grace est incertaine. Début avril, le groupe a indiqué avoir été contacté par de nouveaux plaignants après le licenciement et la réembauche de Bob Jones. Il prévoit désormais de terminer les nouveaux entretiens et de commencer la rédaction de ses conclusions début mai. Une chose est sûre, les conclusions auront des répercussions bien au-delà de Greenville. Tout comme le rapport de Grace sur Newtrib a suscité des appels à des enquêtes dans 9 autres écoles de Newtrib, chaque nouvelle information concernant la mauvaise gestion des agressions sexuelles sur le campus par Patrick Horry ou la prétendue culture d'abus de Sovereign Grace Ministries. Ainsi davantage de survivants à se manifester, issus d'une multitude de ministères et d'églises. Même si toutes les institutions impliquées décidaient de faire confiance à Grace pour enquêter sur elle, la charge de travail serait bien supérieure à ce que le groupe pourrait gérer. C'est l'une des raisons pour lesquelles Chividjan souhaite créer un centre national de la grâce dans une université chrétienne, peut-être l'université Pepperdine en Californie, où, selon lui, des discussions sont en cours depuis des mois. Ce centre permettrait non seulement d'accroître les capacités de Grace, mais aussi de doter une petite armée d'enquêteurs des moyens nécessaires pour mener à bien des tâches que Grace ne peut pas accomplir. Tividian envisage également que le centre de la grâce serve de ressource aux églises, aux groupes et aux procureurs travaillant sur des affaires impliquant des religions. Il lancerait un institut de recherche produisant des programmes de sensibilisation à la protection de l'enfance et aux abus pour les étudiants en théologie, ainsi qu'un centre de formation pour former les futurs responsables d'église à la prévention. Je souhaite que l'église devienne l'un des lieux les plus sûrs pour les enfants et les survivants d'abus, déclare Tividian. Et malheureusement aujourd'hui, c'est l'un des endroits les moins sûrs. Ce qui complique cet objectif et sous-tend les tensions apparues lors des enquêtes de Grace est la longue et parfois amère division entre fondamentalistes et évangéliques. Certaines victimes d'abus considèrent le fait de témoigner comme une étape de la révolution religieuse, passant d'un christianisme fondé sur des règles à des églises orientées vers la grâce. Nombre de sympathisants de Grace voient le travail du groupe comme une remise en cause de la culture légaliste du fondamentalisme. Cela pourrait être un problème récurrent dans les enquêtes. Les institutions fondamentalistes pourraient considérer le travail de Grace comme ancré dans une divergence théologique fondamentale, comme un nouvel exemple de la critique des évangéliques envers leurs cousins éloignés. Tividjian rejette cette critique. Je n'aime pas les termes comme évangélique et fondamentaliste, dit-il. Je ne suis même pas sûr de comprendre ce qu'ils signifient. La mauvaise gestion des abus sexuels relève moins de la théologie, dit-il, que d'un autoritarisme qui peut se développer dans n'importe quelle culture, exonérant les dirigeants de toute responsabilité, laissant les droits des victimes à leur libre arbitre et marginalisant les critiques qui remettent en question leur pouvoir. Il cite en exemple les abus qui auraient eu lieu à Jesus People USA, la communauté évangélique de la région de Chicago, qui n'était pas un bastion de règles strictes. On la qualifie de fondamentaliste ou d'évangélique. J'ai vu des cas très divers, dit-il. Je n'ai jamais pensé que Newtrib était fondamentaliste.
Mais je dirais qu'il y avait une concentration de l'autorité, et souvent cette concentration se transforme en légalisme. Mais Tchividjian affirme que Grace n'a pas non plus pour vocation de remettre en question le légalisme. Notre mission n'est pas d'évaluer la théologie des groupes sur lesquels nous sommes chargés d'enquêter. Notre mission est d'enquêter sur les abus présumés et, bien entendu, dans le cadre de cette enquête, d'évaluer la culture et de déterminer si elle joue un rôle dans le problème, afin de déterminer si les abus sont systémiques. Mais je ne dirai jamais que notre mission ou notre rôle est de lutter contre le légalisme. Cependant, le rapport de Newtrib critiquait explicitement le légalisme de la mission, tout comme les dirigeants de Newtrib eux-mêmes dans leur mea culpa initial. Tchividjian soutient systématiquement qu'une culture moins légaliste aiderait les groupes à faire face aux péchés de leur passé. Cela signifierait qu'une église accepterait d'être transparente et de reconnaître ses échecs, déclare Tchividjian. En tant que chrétien, je dis aux institutions, votre valeur et votre réputation ne reposent pas sur vos accomplissements. Si c'est ce que vous avez communiqué au monde par l'Évangile, votre réputation a été garantie par le Christ. Cela devrait vous donner la liberté d'être transparent et de vous reconnaître vos échecs. Aubrey Adams. Pour les survivants, cette logique est claire. Grace n'est pas recrutée par les faibles, les autoprotecteurs, les institutions blasphématoires qui invoquent le nom de Jésus pour dissimuler leurs crimes, déclare Carrie Mickinson, fondatrice de Fanda Eagles. Rares sont les organisations chrétiennes qui veulent la vérité à tout prix. Si, en tant qu'organisation, vous n'avez pas le courage de retenir Grace lorsque vos survivants le demandent, alors vous êtes une honte. Et vous ne trompez personne, vous cachez des squelettes. C'est un argument difficile à défendre pour les églises et les missions qui font face à des poursuites judiciaires et à l'examen public. L'une des forces vives de toute institution est de survivre et de se protéger, déclare Diane Langberg. Il ne fait aucun doute que Grace présente des risques pour les institutions qui la mandatent pour des enquêtes. La publication des conclusions de Grace, premier geste de repentance, garantit non seulement la publication de témoignages préjudiciables dans les médias, mais aussi la fuite de certains sympathisants et donateurs. Au cours des prochaines années et décennies, les institutions protestantes de tout type, fondamentalistes, évangéliques et traditionnelles, seront de plus en plus confrontées à un choix difficile. L'une d'elles consiste à suivre l'exemple donné par l'Église catholique il y a plus de 10 ans. Riposter avec acharnement sans céder d'un pouce lorsqu'il s'agit d'admettre ses torts. Chacun sait que cette méthode a fait ses preuves. L'autre option est représentée jusqu'à présent par Grace. Les églises, les écoles et les groupes peuvent entendre l'appel de Tchividjian à se montrer vulnérables, à reconnaître leurs torts et, plus difficile encore, à laisser la vérité éclater au grand jour. Comme l'a appris l'université Bob Jones en février dernier, les allégations finiront inévitablement par être rendues publiques, quoi qu'en fasse l'institution. Les conclusions du rapport Grace feront la une des journaux et elles seront catastrophiques. Même si l'université les affronte ouvertement et poursuit sa repentance et sa réforme, elle pourrait non seulement se sauver, mais aussi se régénérer. Collaborer avec Grace a donné à l'université l'occasion de transformer sa réputation nationale, quintessence de tout ce qui est guindé et patriarcal dans le christianisme fondamentaliste. Cela ferait de Bob Jones un modèle différent, un modèle positif pour les protestants qui espèrent éviter la réputation ternie que l'Église catholique continue de ternir.
La commission de vérité évangélique de Grace pourrait également contribuer à atténuer les conséquences financières à venir. Selon Tchividjian, la plupart des victimes d'abus ne souhaitent pas d'accord à l'amiable. Mais lorsqu'elles sont confrontées à des institutions qui font appel à un avocat dès les premières allégations et refusent même les plus petits gestes de reconnaissance ou de repentance, les poursuites judiciaires sont souvent engagées. Généralement, les avocats sont les derniers qu'elles consultent, dit-il. Pourtant, suivre la voie de Grace sera douloureux. C'est ce qui la rend si audacieuse, parfois même irréaliste. Grace met les institutions chrétiennes au défi d'être fidèles à leurs enseignements, de se dépenser jusqu'à la mort pour témoigner de l'amour à une âme profondément blessée, comme le dit Tchividjian. Si l'on y réfléchit dans le contexte chrétien, poursuit-il, Dieu a accompli son œuvre la plus puissante lorsque Jésus, son Fils, était le plus transparent et le plus vulnérable sur la croix. Alors pourquoi abordons-nous toutes ces choses différemment? En tant que chrétien, pourquoi ne suis-je pas guidé par le fait que si nous commettons des erreurs en tant qu'institution, c'est lorsque nous sommes le plus transparents et vulnérables que Dieu peut accomplir son œuvre la plus puissante? J'ai constaté cela dans les églises. Lorsqu'elles réagissent ainsi, les conséquences sont très puissantes dans la vie des survivants. La croisade de Tchividjian a quelque chose de Don Quichotesque. Il se bat sans doute contre des moulins à vent en pensant que des puissantes institutions qui récoltent des centaines de millions de dons et emploient des milliers de chrétiens, une économie entièrement fondée sur la foi, mettront volontairement en péril leur survie. Mais la persévérance de Tchividjian et de Grace est en elle-même une affirmation de foi profonde. La conviction que les églises, les écoles et les missions mettront leur existence en péril au nom du sacrifice radical de la vérité. Jusqu'à présent, cela reste une foi en l'invisible. Mais que ce soit au Cap ou, comme dirait Tchividjian, au Calvaire, de telles choses se sont déjà produites.